Et yo tout le monde, c'est la Papouge et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Histoire 2. Le Santissima Trinidad. Le Santissima Trinidad est un des plus gros navires de guerre jamais créés et je vais aujourd'hui vous raconter son histoire. Donc le Santissima Trinidad, dit Sainte Trinité, surnommé en Espagne El Escorial de los Mares, je sais pas si je le prononce bien, était un navire de ligne de premier rang, possédant jusqu'à 136 canons, sur lesquels étaient disposés 4 ponts. Là, comme je vous l'ai dit, c'est 136 canons, mais c'est à la fin de sa carrière. Il en aura moins au début de sa carrière, il aura aussi un pont en moins. Donc, pour vous expliquer vite fait, le mot Escorial veut dire le site royal. Là, je lis, clairement, je vous lis la définition. Le site royal de Saint-Laurent de Escorial, en castillan Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, est un grand complexe où il y a un monastère, un musée, un collège, une bibliothèque et un palais. De 5000 tonnes, il fut longtemps le navire le plus grand au monde, nettement devant ces navires contemporains tels que le HMS Victory, qui est mine de rien assez connu si on s'intéresse un petit peu à l'histoire, et le Bretagne, qui sera détrôné par la construction des vaisseaux de la classe Océan. Je vous en dis pas plus sur ces vaisseaux-là, si vous voulez aller les voir, vous irez sur internet. Il y a plein d'articles sur ce genre de bateau. On va passer à la construction maintenant. La construction du Santissima Trinidad est assez, je ne sais pas comment dire, pas forcément galère, mais vous allez voir, c'est assez particulier. Ces plans ont été conçus par un architecte naval irlandais connu sous le nom de Matthew Mullan. Il est construit à La Havane, comme quasiment tous les navires espagnols de cette époque-là, à partir de 1766. Il est en bois de cèdre et en acajou. Il part en mer en 1769. La construction n'a pas été si longue que ça finalement. Et il est lancé du coup en mer avec seulement 3 ponts et 112 canons. Il prend le nom de Santissima Trinidad dès sa sortie, donc en 1769, et le nom deviendra officiel le 12 mars 1768. Le navire a énormément de problèmes, Il souffre du même défaut de construction que tous les autres navires espagnols de l'époque, c'est-à-dire qu'il est très solide. Là vous allez me dire ouais mais la Papouche c'est un bon point. Oui mais non, vous allez voir pourquoi. Il est très solide mais il est aussi très lourd. Mais du fait qu'il soit très lourd, la manœuvrabilité du navire est très complexe. Il est très dur à manœuvrer à bâbord ou à tribord. Bâbord c'est gauche, tribord c'est droite. Petit tips pour savoir où est le bâbord, où est le tribord. Vous prenez le mot batterie, vous le coupez en deux. Donc à gauche il y a le bas, à droite il y a le tri. Voilà. Chose que j'ignorais, les navires à l'époque, les navires français et anglais, étaient doublés d'un fond de cuivre, contrairement aux navires espagnols. Malgré son abondante artillerie de 112 canons, et plus tard qui passera du coup à 136 canons. Ils sont pas très bons, ils ont de vieux canons. Ils sont vraiment pas bons, avec un calibre plus faible que la marine française et anglaise. De plus, ils sont comment dire de facture médiocre. Ils s'enrayent au bout de quelques dizaines de salves. Sachant que dans une bataille, il y a pour une plus petite bataille entre 100 et 200 salves par navire. Voilà, toutes les dizaines de salves, plusieurs canons s'enrayent, donc c'est vraiment nul. Il y a un ambassadeur de France à Madrid, du nom de Monsieur Montmorin, à noter dans ses notes, du coup. Il note aussi un manque d'entraînement des matelots et des officiers. Ça, c'est un truc en moins, parce que quand on prend la marine française et la marine anglaise, c'est quand même du top niveau. Je vous parle pour les très bons navires. Je vous parle pas forcément de navires corsaires, etc. qui recrutaient leurs matelots dans les tavernes, un truc comme ça. Même si, petit aparté, les corsaires étaient quand même très bons. Les points faibles du coup du Santissima, c'est que ces canons, c'est de la merde. Il est très peu manœuvrable et en plus, il a des matelots qui sont pourraves. Après ça, il note aussi quelque chose, il y a une énorme corruption qui règne dans les arsenaux espagnols. Et ça fera toute la différence durant les guerres qu'ils auront en Espagne. D'où le fait que les canons soient de très mauvaise facture, etc., etc. Maintenant, on va passer la carrière du Santissima Trinidad. Donc, il a un peu participé à la guerre d'indépendance américaine, mais lui, c'était vraiment très peu convaincant. Après, il participe à l'une de ses premières batailles, la bataille du Cap Saint-Vincent, 1797. En 1795, le vaisseau est largement remanié. On lui installe un 4e pont, de sorte à pouvoir disposer de 136 canons supplémentaires, c'est-à-dire 24 canons de plus que
avant. C'est le vaisseau mère de l'amiral Don José de Cordoba. C'est une bataille où s'illustre un jeune lieutenant nommé Nelson. Horatio Nelson, que certainement vous connaissez pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. C'est l'un des plus gros amirals que je pense l'Angleterre ait connu. Entouré de nombreux ennemis, le HMS Blenheim de 90 canons, HMS Orion 74 canons, d'autres navires tels que le Irrésistible de 174 canons. Dans cette bataille, il y a énormément de navires. En face, il y a Santissima Trinidad qui échappe d'ailleurs de peu à la capture, car largement dématé, c'est-à-dire que ses mâts en fait se sont fait casser. Il perd énormément de son équipage, plus de la moitié de son équipage est tué ou capturé. Et au fur et à mesure de la bataille, bon, comme on dit, il amène ses couleurs, c'est-à-dire qu'il commence à se rendre, et ils ont de la chance car au dernier moment, le Santissima Trinidad est secouru par 2 navires, le Pelayo 74 canons et le Principe des Asturias 112 canons. Donc, quelques jours plus tard, le Santissima Trinidad est réparé de nouveau et est attaqué vainement par le HMS Terpsichore du capitaine Richard Bowen. Il parvient tant bien que mal, malgré tout, encore une fois, à rallier Cadix pour réparer la bataille navale de Trafalgar. Donc, pour remettre dans le contexte, 21 octobre 1805, opposant la flotte franco-espagnole à la flotte britannique, commandée par le vice-amiral Nelson, du côté des Anglais, et du côté des Français, commandé par l'un de mes personnages historiques préférés, le vice-amiral Pierre-Charles de Villeneuve, au large du cap de Trafalgar, en Espagne, dans l'océan Atlantique, donc du côté gauche du cap de Trafalgar. Si Nelson trouve la mort, la victoire des Britanniques est totale. Malgré leur infériorité numérique, les 2 tiers des navires franco-espagnols sont détruits. Et Napoléon, donc faute d'une flotte suffisamment importante, devra désormais renoncer à tout espoir de conquête du Royaume-Uni. C'est l'une des choses qui a fait que la France n'a pas pu envahir le Royaume-Uni à l'époque de Napoléon. Donc cette victoire est décisive du côté de la 3e coalition. Le 21 octobre, dans toute l'Angleterre, est célébrée une fête qui s'appelle le Trafalgar Day. Le Santissima Trinidad est placé au centre de la ligne franco-espagnole, donc juste devant le navire du Bucentaure, à bord duquel se trouve l'amiral Pierre-Charles de Villeneuve. Le vaisseau espagnol est tout de suite pris en ligne de cap. Certainement à cause de son imposante carrure. Les Anglais ont dû se dire il faut qu'on attaque tout de suite le navire espagnol, car comme ça au moins après on aura moins de problèmes. Pendant plus de 4 heures, le Santissima se fait harceler. Il fait face à un feu ininterrompu de nombreux ennemis. Donc, sévèrement touché, ayant perdu 2 mâts sur 3. Le tiers de son équipage est tué ou blessé. Il est dit aussi que apparemment il semble être l'un des derniers navires à se rendre, mine de rien. Il semble être le dernier navire à amener son pavillon, comme je vous disais tout à l'heure, au HMS Neptune. Juste avant la fin de la bataille. Très endommagé, il est remorqué par le HMS Prince quand il disparaît dans la tempête le 24 octobre, faisant la perte de 300 marins. Pour la petite anecdote, on ne sait pas vraiment si le Santissima a coulé dans la tempête ou alors s'il a été, et je préfère cette anecdote, s'il a été sabordé, c'est-à-dire saboté entre guillemets, il a été coulé. Alors pourquoi ils auraient fait ça? Parce qu'en soi les Anglais, comme je vous disais tout à l'heure, s'ils avaient capturé le Santissima Trinidad, il n'y avait plus qu'à le upgrader et ça devenait un navire juste quasiment invincible. Il avait une flotte espagnole un peu plus haut et il y aurait une contre-attaque. Ils avaient peur que les Espagnols reprennent le Santissima Trinidad encore une fois. Ils ont décidé de le couler une bonne fois pour toutes. Donc voilà, donc c'est la fin de cette bataille et c'est la fin du Santissima Trinidad, un navire imposant mais très peu efficace. Pour finir, il y a une réplique grandeur nature pour ceux que ça intéresse, qui se trouve dans le port de Alicante et c'est devenu un navire musée. Un peu comme nous en France pour l'Hermione, qui est le navire de Lafayette. En tout cas voilà, c'était un petit hors-série. On se retrouvera pour un prochain Histoire 2 sur l'année 1915. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez été heureux de enfin avoir un petit Histoire 2. Et je vous dis à ciao, bonsoir. To Liverpool Bay, hurrah, me boys, we're homeward bound. We're homeward bound to Liverpool town. Goodbye, fare thee well, goodbye, fare thee well. Where them girls, they